François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, toujours l'exploration de son petit diary, ce petit journal, ce petit carnet qu'il remplit scrupuleusement chaque jour avec des notations parfois sibyllines, mais qu'il déplie ensuite, disons une fois tous les 10 jours, dans une lettre chaque fois massive, mais qui reprend l'emploi du temps détaillé des journées, le commente, même si justement, parce que ces lettres sont adressées à ses deux tantes, Lillian, 68 ans principalement, et Annie, les deux personnes avec qui il va vivre ensuite pour les 11 ans qui lui restent, comme il meurt à 46 ans à Providence, ben, on dit quand même pas tout. Et aujourd'hui, on est donc le 8 février 1925, tout de suite ordi. Le 8, c'est assez consistant parce qu'il a débordé carrément de 2 lignes sur lundi 9. Donc, et nous, hier, on a un petit peu empiété puisqu'on était là sur le 7. Vous savez que donc c'est une situation très bizarre. Il y a un nommé Lazare qui débarquait de Cleveland, un jeune type de 21 ans, bien plus jeune qu'eux. On a discuté, donc il y avait Kleiner, Kirk, Loveman, toute la bande habituelle, les boys. Ensuite, Kleiner, fatigué, s'allonge sur le canapé chez George Kirk, qui n'a rien à dire et qui n'approuve pas forcément, il en a un petit peu marre. Et puis ce Lazare, on veut lui montrer l'émerveillement qu'est Manhattan la nuit. Et pour ça, même si c'est février et que eh bien on va descendre à pied jusqu'au pont de Brooklyn. Et il faut imaginer, là, dans ces heures, entre 3h, 5h du matin, ces 3 types, là, sous la grande construction de fer, contempler là, le Manhattan, la skyline, toute remplie de lumière. Suite à la suite de quoi, Lazare va reprendre le métro, nous dit qu'il va rejoindre beaucoup plus haut dans Manhattan, il est à la 68e rue, là, où il s'héberge, tandis que Kirk et Lovecraft reviennent Clinton Street et seront chez eux à l'aube. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est là le résumé d'hier. Kirk s'allonge sur le canapé de Lovecraft et donc de 5h du mat jusqu'à bien midi, il va dormir là, tandis que Kleiner, la piole, elle est juste au-dessus, fait exactement la même chose, mais sur le canapé de Kirk, et Lovecraft est assis à sa table en train de rédiger un poème d'hommage, un vieux bonhomme, Jonathan Hogg. Hier, on a lu ces poèmes, mais voyez, on a empiété les 2 journées comme elles sont à cheval, là, sur jour et nuit. Et aujourd'hui, alors, quoi de nouveau, puisqu'on a raconté ça hier ? Eh bien, mon pauvre Lovecraft, il a pris, dans cette vie déréglée, un coup de froid. ILL. Bon, alors, ces 2 tantes, justement, il ne veut pas les inquiéter, donc il ne leur dira pas qu'il a pris un bon rhume, une petite grippe. Bon, il n'y a pas de suite, donc le lendemain, on va rester un petit peu. S'il ira manger chez les Belknap, mais demain, c'est demain, il ira voir au cinéma, et il nous dira même pas quel film il a vu pour une fois. Donc ça nous prive d'une petite piste de recherche. Mais bon, alors aujourd'hui, quand Kirk émergera du canapé, Kleiner à l'étage au-dessus émergera du canapé, et tous les deux s'en iront se balader, parce qu'on a beau être dimanche 8 février, les dimanches à New York, ça n'a pas d'importance, c'est un jour comme les autres, plutôt plus festif que les autres, et donc ils s'en vont explorer Brooklyn, ils partent en expédition. Et qu'est-ce qu'il y a à faire en expédition à Brooklyn ? Bien évidemment, les bouquinistes. Mais pauvre Lovecraft, lui, il reste là, malade chez lui. De toute façon, il va faire une grande lettre à Hogg pour accompagner l'envoi du poème d'hommage. Est-ce qu'il peut être tout seul longtemps ? Non, pendant que les autres sont partis, voilà Loveman qui avait des livres à lui ramener. Nos gros événements. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend quand même à la cafétéria Tiffany, Van Out Again, mais il n'est pas bien, donc il remonte et put Grandpa to bed at 9 o'clock. À 9h du soir, dis donc,
C'est ça la vie de Lovecraft? Ouais, j'ai mis grand-père au lit. Alors Grandpa, ça je raconte un peu dans le PDF, très souvent c'est une posture, quoi. Il est le papa de sa tante Annie, ma chère fille. Il est le grand-père de sa tante Liliane, ma toute petite fille. Et il a son ami un peu plus jeune, Frank Belknap Long, il l'appelle Sonny, fiston. Et donc, fiston et Grandpa Theobald, c'est partout dans les lettres de Lovecraft. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est simplement une posture compte tenu de la figure du grand-père Whipple Phillips? Et l'aventure de ce gars, ça a été de la spéculation. Il avait acheté des terrains là où forcément il allait y avoir des besoins de ville, de logement. Il a repéré un coin là, puis trafiquer l'achat des terrains et installer un barrage. Et là, sur le barrage de cette rivière, il a pu vendre, lotir, installer comme un petit Monopoly. Simplement, oui, le barrage a lâché et tous ces braves gens qui avaient acheté, ils n'étaient pas contents. Hein. Et c'est comme ça que la fortune des Phillips s'est écrabouillée. Mais on avait des beaux restes. On avait cette grande, belle maison à Angel Street où Lovecraft a passé son enfance. Et l'événement, probablement majeur, plus même que la mort de son père à lui, Howard, quand il a 3 ou 4 ans, c'est dans ces eaux-là, la mort de son grand-père, Whipple Phillips, quand il a 11 ans. Donc dans cette idée-là d'être le grand-père, c'est par exemple le grand-père avait une montre à breloques et sur la chaîne une petite bille bleue là. Eh bien, Lovecraft, sur sa propre montre, qui est celle du grand-père d'ailleurs, même si je ne me trompe pas, et il a gardé la petite bille bleue en breloque, on le sait parce que ce sera tout un événement quand il la perdra plus tard. Au retour de Floride, chez Barlow, ne nous perdons pas, mais put Grandpa to bed, viens de coucher mon gars, mais c'est de lui qui parle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je me suis dit que ça valait le coup d'entrer, d'ailleurs si on regarde les lettres à la tante Annie, là, avant 1922, avant les venues à New York, les premières venues, il y a quelques voyages, des voyages à Philadelphie, mais avant la rencontre avec Sonia, on a peu de lettres. Il n'a pas besoin d'écrire à ses tantes, il n'a pas besoin de faire un journal. Alors il a probablement, par exemple sur l'année 1924, on le sait parce que tous les ans, il achète un de ses petits calepins. Simplement, voilà, le calepin 1924 ne nous est pas parvenu. Et c'est dommage, parce que c'est l'année du mariage, c'est l'année de la création de Weird Tales. Oui, il est publié une première fois en novembre 1923, c'est en mars 1924. C'était pas clair, là, quand on en avait parlé avec l'extrait du livre de Frank Belknap Long, que Anne Berger, le directeur de Weird Tales, qui a du mal à décoller. Anne Berger, c'est un industriel du magazine. On va regarder ça plus en détail avec un truc quand même marrant. Anne Berger lui propose le poste de rédac-chef de Weird Tales pour lancer, mais ça supposerait de s'installer à Chicago et Howard refuse. Bon, ça, c'était mars dernier, mais c'est le moment où il vient s'installer quasiment de façon fixe avec Sonia à New York, et qu'ils vont se marier. Et là, commence donc, du mois de mai jusqu'à 1925, là, quand Sonia est à Cincinnati, et que lui, là, s'installe Clinton Street à Brooklyn, ben, on a une énorme correspondance. Et en même temps qu'on va continuer d'avancer, on va faire des petits flashbacks pour revenir voir tout ça, si vous êtes d'accord. Et justement, aujourd'hui, pour se refaire un petit sursaut d'énergie là, dans cette monotonie, oh non, ça n'a jamais été monotone, j'espère, jusque-là, ni Lovecraft, ni moi. On est deux, il y a lui puis moi à faire ces vidéos. Ce serait de revenir en août dernier. En août dernier, c'est le moment où le magasin qui avait lancé Sonia, où elle a mis toutes ses économies, un magasin de chapeaux et une nouveauté sur la 5e avenue, bas de l'aile, en grande partie pour ses problèmes de santé. Ensuite, il y aura la période hôpital, où Howard ira bien sûr
la visiter tous les jours. Et puis, ce voyage qu'ils feront dans le New Jersey, ils trouvent une maison, une pension à la campagne, qui sert là pour retrouver un petit peu de santé. Et donc, au mois d'août, se pose cruellement, dira-t-il, la question de gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer petite excursion, donc flashback, août dernier, 6 mois plus tôt, sur Lovecraft et l'argent. Alors, les deux exemples, les voici. Donc ça vient, la source, c'est toujours Letters to Family, les lettres à Liliane, toujours une édition Hippocampus Press, STOC David Schultz, comme tout le maître linéaire qui a au-dessus de moi. Gratitude à Derek Yosei, le patron de Hippocampus Press. Voilà mon petit PDF d'aujourd'hui, donc le fac-similé de ce qu'on a lu là dans le carnet 1925. Le commentaire, un article du New York Times, je vous en parlerai tout à l'heure. Et mes deux histoires, il y en a une brève, ici, un extrait, là, vous voyez, de 8 lignes prise aux lettres, et puis on va le commenter ensemble. Et une annexe plus longue, qui est aussi un fragment de cette lettre. Alors là, je pense que c'est une lettre de septembre, quand justement il s'agit de s'y coller. Et là, c'est une lettre, c'est une histoire qui se raconte en 2 pages et demie. Alors si vous voulez bien, on va y voir. Alors la lettre du 29 septembre. Le reste de la journée, j'ai lu du Maupassant. Et on apprend que c'est déjà Kirk qui lui a prêté, parce qu'il y a une nouvelle traduction US de Maupassant, due à Ernst Boyd. Et Lovecraft s'engouffre là dans Maupassant pendant plusieurs jours. Le lendemain, Anne Berger m'appela pour affaires. Alors, Anne Berger, je rappelle, il vit à Chicago, il a plusieurs magazines. Un qui lui sert en gros de tirelire, qui s'appelle Detective Tales, comme son nom l'indique. Un autre qui contribue à la tirelire, ça s'appelle College Humor. Rire à l'université, enfin en tout cas, c'est des bonnes blagues, mais magazine d'humour. Et là, il sent que c'est une bonne ficelle. Et puis ce magazine qu'il a lancé en 1923, là encore, le nez, le goût des affaires, celui qui s'appelle Weird Tales, magazine d'horreur et de fantastique. Et Anne Berger est très vite en contact avec Lovecraft, mais simplement, Weird Tales, il n'arrive pas, dans cette période-là de mi-1924, à le faire décoller. Alors bien sûr, il y a ces contrats là, de prête-plume avec Houdini. Lovecraft va recevoir $100 quand même pour l'histoire qu'il écrit et qui sera publié sous le nom de Houdini. Houdini disant « Mais ça, on en a déjà parlé. Ou vous avez apporté de très belles nuances à mon histoire. » Et c'est un petit peu plus tôt aussi que Anne Berger a offert même à Lovecraft de devenir le rédacteur en chef. Ce que lui a refusé parce que ça supposait déménagement à Chicago alors qu'il venait juste de s'installer à New York avec Sonia. Et là, Anne Berger lui propose un boulot. Ça, vous pouvez le faire depuis New York, il n'y a pas de problème. Il veut lancer un magazine qui s'appellerait tout simplement The Magazine of Fun. Et il s'agit de quoi? Un magazine qui serait fait tout entier de blagues. Et là, comme il sait qu'il y a quelque chose à faire, il propose à Lovecraft $40 par semaine. C'est-à-dire 4 fois son loyer de la semaine, $160 par mois pour envoyer des blagues qui, chaque mois, fourniront tout, là, anonymement, tout le contenu du magazine. Ah ouais, parce que Lovecraft, avec sa grande voix, ses grands gestes, c'est un marrant, il a plein de trucs à raconter. Mais imaginez que Lovecraft ait fait de ça son activité principale. Vous croyez qu'on les aurait ? Les grandes histoires fantastiques de Lovecraft, celui qui hante la nuit, chuchotement dans la nuit, dans l'abîme du temps, la maison maudite, la couleur tombée du ciel, montagne de la folie et toutes les autres. Question qui restera ouverte. Alors il dit quoi Lovecraft ? Le reste de la journée, j'ai lu du Maupassant.
Le lendemain, Henneberger m'appela pour affaire. Il voulait que je lui envoie quelques échantillons de mes adaptations de blagues pour cet autre magazine qu'il envisage de lancer. Ce travail m'occupa tout le reste de la journée. Le soir, j'avais une bonne pile de textes prêts. Le jeudi, à 10h30, j'ai appelé Henneberger, lequel m'a dit avoir aimé mes échantillons avec enthousiasme et m'a engagé sur le champ. Et même, Henneberger lui confirme par un petit mot sur une carte postale, parce que ça va vite, ça coûte pas cher, et Lovecraft envoie la carte postale à sa tante. Témoignage de sa vie professionnelle qui démarre enfin sous de bonnes auspices. Sauf que Magazine of Fun, ça verra jamais le jour. On ne sait pas comment et pourquoi le projet, finalement, Henneberger ne l'a pas lancé. Alors, c'était quoi les blagues de Lovecraft? Les blagues la carambar ou les blagues malabar? On ne saura jamais. Là encore, pas de traces, on les a pas retrouvées. Pourtant, combien on serait à se dire, dis donc, qu'est-ce que c'est Lovecraft s'il était devenu un spécialiste de l'humour au kilomètre. Et Henneberger va quand même se dédire, il lui envoie $60. Ah ouais, c'est donc, c'est pas tout à fait les $40 par semaine, mais bon, il a travaillé, Lovecraft. Il lui a envoyé, là, apparemment, parce qu'il a continué encore une deuxième salve, là, quelques jours plus tard, un autre envoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces $60 ? Ah oui, mais attention, c'est en bon d'achat sur une librairie dans laquelle Henneberger est lui aussi impliqué, probablement. Alors c'est une librairie qui s'appelle The Scribner Bookshop. Et voilà, mon Lovecraft, avec Frank Belknap Long, entrant chez Scribner, et là il trouve un vendeur, on nous précise qu'il a une magnifique moustache rousse, mais que c'est un passionné de littérature. Et Lovecraft essaye quand même de négocier. Ouais, mais $60 en bon d'achat, vous me donnez combien dessus? On a ça dans Balzac combien de fois? Vous me donneriez $50, hein? Là, en cash, au lieu des 60 en bon d'achat, ça marche pas. Mais bon, ils vont se faire plaisir quand même. Ça veut dire qu'ils vont sortir, là, ils vont demander même aux vendeurs à moustache rousse un carton pour emmener tout ce qu'ils achètent. Bah oui, parce qu'acheter $60 de livres. Alors comme il y a Frank Belknap Long avec lui, il lui offrira, et vous savez, c'est un roman, les choses parmi les ombres, ou les choses dans le bois, je sais plus, mais c'est un roman de Harper Williams qu'il offre à Belknap Long en remerciement. Il dit, pour toutes les fois où je suis allé manger chez vous le midi, et puis ça ne va pas l'empêcher de continuer. On a croisé ce roman parce que Belknap Long lui a reprêté pour qu'il puisse le lire. Et lui, on a la liste entière. Il y a dans la liste qu'il envoie, là, quelques jours plus tard, donc, à la tante Liliane, on sait qu'il a acheté 4 livres de Dunsany, qu'il a acheté 7 livres d'Arthur Machen et 5 volumes sur l'architecture, sur les églises, sur l'artisanat de Nouvelle-Angleterre. Et puis 2 ou 3 choses diverses. Voilà comment s'est réglée l'affaire Lovecraft, auteur de blagues. C'est une blague ? Non, c'est pas du tout une blague. Alors maintenant, l'autre, qui est plus sérieuse. Plus sérieuse, non, il n'y a pas de plus sérieux, moins sérieux. J'ai mis comme titre « Comment Howard Phillips Lovecraft devint provisoirement démarcheur pour impayé ». Et je vous propose simplement de le lire. Pour ce qui est du New York Times, c'est toujours l'affaire Floyd Collins. Là, il y a une grande page de photographie. On voit les 2 frères, là, Homer et Marshall, et avec leur frère au milieu. Et vous savez que la veille, même les autorités, là, c'est ceux qui s'occupent du sauvetage, avaient interdit à Homer d'approcher du chantier. Aujourd'hui, ils vont laisser les 2 frères redescendre, mais par les boyaux, essayer de rejoindre leurs frères. Ils n'y arriveront pas, parce que les types, là, avec les foreuses qui devaient déboucher là, ce dimanche soir, ils ont dit non, on n'y arrivera pas avant mardi. Donc vous voyez, continue ce truc-là d'angoisse. Qu'est-ce que j'ai repris aussi? Évidemment, on est dimanche, donc c'est le supplément littéraire. J'ai traduit une histoire là d'un policier saoul qui monte un immeuble et qui se met à tirer à travers les portes. Pourquoi? Pour le fait divers? Non, parce que tout d'un coup, parce que ce type, saoul comme une bourrique, commence à tirer avec son revolver, et puis c'est lui qui finit en prison, le policier. Tout d'un coup, c'est quoi à l'intérieur d'un appartement, d'un immeuble
à New York. C'est comme si, tout d'un coup, Clinton Street, au lieu d'être soit au Tiffany, soit dans les chambres de Kirk et Lovecraft, ça y est, on était dans les escaliers, dans les couloirs, et ça, j'avais envie. Il y a un truc aussi, une usine de développement, de quoi? De pellicules photo et de pellicules film. C'est rempli de produits chimiques. Il y a un conteneur d'ammoniac qui explose là, dans une de ces usines. Il y a 19 blessés et une jeune femme qui est décédée. C'est prendre de l'ammoniac dans la figure. Mais c'est plus, là encore, cette idée de voir comment l'industrie naissante produit elle-même ses structures. Et puis, c'est le supplément littéraire. Alors, dans le supplément littéraire, il y a une grande page sur Paris et il y a une grande page sur Romain Rolland. Et c'est curieux, tu vois. C'est-à-dire, ça vient de Paris, c'est sérieux. Lovecraft et ses zozos, c'est pas sérieux. Une belle édition de Mark Twain. Et puis, j'ai repris, qu'on a à la fin du New York Times, là, je vais mieux la mettre en page, là, tout à l'heure, il y a un supplément magazine, donc il y a le supplément littéraire et il y a un supplément photographique. Et à chaque fois, petit à petit, on voit comment la qualité, même là, si c'est scanné industriellement, pour les numérisations du New York Times, comment ça va. Alors maintenant, l'histoire de Lovecraft. Vous êtes prêts? On y va. Grand-père Théobald, mort et enterré. Oui, il raconte là, il est en train de s'exciter dans la lettre à sa tante. En vérité, la mort et l'enterrement, il parle de lui, ne furent que partiels dus à l'agitation, la tension de la quête industrielle que des finances tendues ont encore accéléré. La non-matérialisation de diverses perspectives littéraires. En particulier le magazine de Hamburger, couplé à l'effondrement quelque peu désastreux de l'entreprise de chapellerie indépendante de Sonia. Tu vas pas dire son magasin de chapeaux, ça s'est cassé la gueule parce qu'elle est pas bien. Non, tu dis couplé à l'effondrement quelque peu désastreux de l'entreprise de chapellerie indépendante. Alors, passons sous la périphrase, parce que tu vois, ce genre de raideur, c'est précisément ça qui, dans les histoires fantastiques, nous fera apparaître la monstruosité. On est, nous, dans un carcan de langage, mais un langage qui est tellement à distance du réel que c'est comme si, pour se matérialiser, il fallait que le réel vienne s'insuffler à l'intérieur de la langue. Donc cette espèce d'emphase de Grandpa Théobald parlant, là, que ces circonlocutions, c'est un moyen aussi de mieux comprendre comment travaille la langue du récit fantastique, a créé une sorte de pénurie dans l'échiquier. Comme disait Rabelais, maladie universelle, faute d'argent. Il m'a donc semblé souhaitable d'enquêter sur les perspectives commerciales de quelque nature qui pourrait s'offrir à moi, mais les résultats à ce jour ont été ostensiblement négatifs. Pourtant, à Providence, il y a 5-6 ans, sa tante Annie, elle était encore quelque chose comme institutrice. Eh bien, dans une période où Annie a été un petit peu malade, Lovecraft l'a remplacée. Et on a une très belle lettre aussi, là, à Galpin ou autre, où il explique pourquoi, non, tu sais, moi, m'occuper d'enfants puis leur apprendre des trucs, alors non. Voilà, c'est la seule expérience de travail qu'il a, Lovecraft. Alors avançons. Les postes de toutes sortes semblent pratiquement inaccessibles aux personnes sans expérience. C'est un peu comme ça aujourd'hui aussi. Et là, il dit le document ci-joint qui ne représente qu'une partie de l'ensemble des tentatives effectuées. Il doit faire toute la liste là de à qui il s'est adressé, toutes les annonces à quoi il a répondu, raconte l'histoire d'une quête qui jusqu'à présent n'a pas même réussi à payer l'encre et le cuir consommé. Ce qui s'est le plus rapproché de la concrétisation, c'est l'entreprise Newark, dont l'ampleur intéressante m'a conduit à lui consacrer une enveloppe séparée. C'est-à-dire qu'elle a répondu à une annonce de cette entreprise Newark. Comme vous le remarquerez, tout a commencé par ma réponse à une annonce attrayante et la réception d'une réponse tout aussi attrayante. J'ai téléphoné à Newark immédiatement après avoir reçu la première lettre de Hot et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain, le mercredi 23 juillet. Le poste s'est avéré être un démarchage
de vendeurs pour présenter le service de la Creditors National Clearing House, une société de Boston avec une succursale à Newark, dont la spécialité, voire l'approche commerciale ci-jointe, il met toujours tous les documents à sa tante, est le recouvrement de comptes légèrement en retard avant qu'ils ne se transforment en créances irrecouvrables. Le directeur des ventes, M. Hott, semblait accueillir favorablement mon affiliation, et bien qu'il n'y ait pas de salaire. En gros, le seul travail que trouve Howard Phillips Lovecraft à New York en période de dèche, là, en fin juillet, août 1924, c'est un travail qui n'a pas de salaire. Alors comment ça peut marcher, ça ? De quoi il s'agit ? Il s'agit d'aller démarcher des commerçants. Il va aller voir des opticiens, par exemple, et leur dire « Vous avez des factures en retard, des impayés ». Eh bien, moi, je me charge avec la Creditors National Clearing House de récupérer le paiement de vos factures et moyennant qu'on vous les reverse dans un délai là où vous n'avez pas d'autre chose à faire, eh bien, vous nous donnez une petite commission. Et cette commission, elle est partagée, bien sûr, donc entre cette Newark, ce monsieur Hott, et un autre qu'on va bientôt voir qui s'appelle monsieur Bristol, et puis, lui, là, le démarcheur. La fortune, elle est là toute prête. Continuons. Et bien qu'il n'y ait pas de salaire, seulement une commission sur les sommes récupérées, avec la perspective d'un poste permanent dans le district, c'est-à-dire il peut le faire aussi à Brooklyn, puisque avec Sonia, ils habitent Parkside Avenue, à Brooklyn, près de Flatbush. Si un volume d'affaires suffisant était réalisé en 3 mois, j'ai décidé de faire un essai, d'autant plus que tous les autres postes semblaient inatteignables. Manière de dire, tu vois, il y avait vraiment que ça qu'on me proposait. J'ai donc ramené chez moi les contrats, les demandes de cautionnement et autres papiers. Le lendemain, je suis retourné à Newark, où j'ai présenté les formulaires remplis et reçu une mallette pleine de matériel de vente que je devais étudier avant de me présenter pour les derniers détails lors de la réunion des vendeurs samedi matin. La situation à présent, quête me semblait claire, à tel point que j'ai révisé la ligne principale de l'approche. Et il donne encore il envoie le document là encore à sa tante. Malheureusement, tout ça s'est perdu. Afin de rassembler les faits de manière efficace. Le samedi, j'ai assisté à la réunion des vendeurs, j'ai assimilé les points de vue des vendeurs chevronnés et j'ai été présenté au directeur de la succursale de Newark, un homme rudimentaire mais bien intentionné du nom de William J. Bristol, qui semble afficher des traces d'héritage levantin. Ça, oui, bon, tu vois bien, des gars du Moyen-Orient, mais bon, de toute façon, rudimentaire, un peu byzantin, mais bon, faut bien faire avec. Il y a toujours ça aussi, là, tu vois. Ma version révisée du discours de vente a créé une certaine sensation d'une manière douce et j'ai eu la satisfaction de m'entendre mentionner à la réunion lorsque M. Hott a annoncé à la multitude rassemblée que mon texte allait être adopté par la suite comme la formule de vente régulière de la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Howard Phillips Lovecraft il a repris tous les documents, les lettres, les présentations, et il en a fait un rewriting. Avec élégance, avec syntaxe, avec de la phrase, avec des formules de politesse. Et le responsable de la maison dit « Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur qui nous arrive, qui nous refait nos courriers de relance et de menaces et, maintenant, on les prend, ces formules-là, c'est de ça qu'on va utiliser. Gloire !» Mais après, il s'agit d'aller sur le terrain et de les faire rentrer les pépettes. Continuons. La véritable lutte commença le lundi, lorsque je commençais à prospecter parmi les grossistes dont j'avais extrait les noms selon la suggestion d'hôte d'un annuaire téléphonique. C'est-à-dire que tu prends le bottin et tu prends Flatbush Avenue, Fulton Street, c'est quoi les grosses boutiques ? Et là, tu dis, bon, maintenant je vais aller voir celui-ci, puis je vais aller voir celui-là. L'un des documents ci-joints, le brouillon de mon rapport journalier à Hott, relate les points saillants de cette journée, infructueuse, épuisante. Beaucoup d'énergie dépensée, rien de gagné.
Au moment où la fatigue est venue écourter le travail, j'étais parvenu à l'opinion assez définitive que je n'avais pas le magnétisme ou l'intelligence ou je ne sais quel autre talent qui constitue la partie essentielle d'un démarchage efficace. Mais un vétéran m'ayant dit que les détaillants sont plus faciles à convaincre que les grossistes, je suis retourné à la mêlée mercredi, après que mes articulations et mes muscles aient quelque peu progressé sur la voie d'une normalité retrouvée. Cette fois-ci, j'ai parcouru le principal quartier d'affaires de Brooklyn, mais avec des résultats à peine meilleurs qu'auparavant. Les commerçants étaient courtois, mais pas plus enclins à la discussion. Seuls 2 d'entre eux, un opticien et un tailleur, se sont montrés intéressés par les caractéristiques du service de collecte ou par les imprimés que je leur ai laissés. Manifestement, je ne progressais pas très vite vers la réussite nonchalante et insolente du démarcheur né. Hier, jeudi, j'avais rendez-vous avec un autre novice, un jeune ex-officier, Edward Hutchings, fringant, séduisant, et avec le responsable de la branche de Manhattan pour qu'il m'emmène faire une tournée de démarchage en compagnie d'un démarcheur expert afin de relever les points subtils de l'expérience en matière de vente. Le point de rencontre était l'entrée Fulton Street, de Hudson Tubes, le métro, la ligne Hudson, et Hutchings et moi-même étions sur place à l'heure prévue, 9h30. Il avait eu un peu plus de succès que moi, mais était très mécontent de ses progrès, a laissé entendre qu'il démissionnerait, probablement, rapidement. Nos confrères Bristol et Duckey, un vétéran de la vente à l'air libre, avaient plus d'une demi-heure de retard, mais ils nous ont offert un tour gratuit en voiture ouverte sur Broadway jusqu'à la sous-branche de New York, dans le bureau de M. Costa, qui prend les commandes du siège territorial de la Newark. Là, on discuta de nombreux détails, mais la nature rude de l'emploi devint de plus en plus évidente, d'autant plus qu'il s'avéra que le démarchage le plus fructueux se trouvait parmi les métiers de l'aiguille, c'est-à-dire les industries du vêtement qui sont presque entièrement entre les mains des personnes les plus impossibles à atteindre. C'est évidemment, l'organisation du commerce est mafieuse. Le groupe s'est ensuite séparé pour 2 visites guidées, Duckey prenant Hutchings et Bristol m'emmenant. Et là, ça va être marrant. Je n'avais pas encore beaucoup marché lorsque mon guide devint très franc au sujet du ton de l'entreprise et admit, ça concerne Lovecraft, qu'un gentleman né et bien élevé avait très peu de chances de réussir dans ce genre de démarchage commercial, où on doit être soit miraculeusement magnétique et captivant, soit être si rustre et si grossier qu'il peut transcender toute règle de conduite de bon goût et pousser à la conversation des victimes ennuyées. Oui, il s'agit de récupérer des impayés. Hostile et non désireuse de l'aide, je dois avouer que j'ai été merveilleusement soulagé de pouvoir démissionner de mon pénible fardeau sans donner le préavis d'1 semaine qui avait été stipulé dans le contrat, et encore plus heureux de la déférence et de la cordialité dont l'honnête Bristol a fait preuve. Et vous savez pourquoi ? C'est que ce Bristol, lui-même, il taquine un peu le papier de temps en temps. Et donc, ils seront tous heureux, les deux. Pourquoi ? Parce que Bristol, il va aussi quitter ce boulot, et Lovecraft va l'aider à gribouiller, à écrire. Donc on a totalement renversé la situation quant à avoir gagné de l'argent. Tu repasseras, mon gars. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui, et c'est important parce que ce contexte-là, y compris avec ces trucs-là économiques, évidemment on va en recroiser plein d'autres à mesure que la dèche s'installera. Mais il fallait bien entrer par un bout, et donc pour ça, le petit flashback là, 1924, à demain.